Chapitre 9. Confrontation. Il se peut très bien que la diplomatie soit l'art de manipuler le secret. Que sortirait-il d'une négociation s'il n'y avait pas de secret à garder ou à partager? Et cela est aussi vrai d'un contrat de mariage que d'un accord commercial entre deux royaumes. Chaque partie sait précisément ce qu'elle est prête à donner à l'autre pour obtenir ce qu'elle désire. Et c'est dans la manipulation de ce savoir secret que sont menés les plus âpres marchandages. Il ne se passe rien entre les hommes où le secret n'est sa part, qu'il s'agisse de jouer aux cartes ou de vendre une vache. L'avantage va toujours à celui qui perçoit le mieux quel secret révéler et quand. Le roi subtil aimait à répéter qu'il n'y a pas de plus grand avantage que de connaître le secret de l'ennemi alors qu'il vous croit ignorant. C'est peut-être là le secret le plus efficace qu'on puisse détenir. Les jours suivants furent, pour moi, non pas des jours, mais des périodes décousues de veilles entrecoupées de rêves de fièvre tremblotants. Ma brève conversation avec le fou avait peut-être épuisé mes dernières réserves, bien peut-être me sentais-je assez en sécurité pour m'abandonner à ma blessure, à moins que ce ne fût les deux. Toujours est-il que, lorsqu'il m'arrivait d'éprouver quoi que ce soit, étendu sur un lit près de la cheminée du fou, je me trouvais plongé dans une affreuse hébétude. Les bribes de conversation qui me parvenaient me faisaient l'effet d'une grêle de pierre. Je prenais conscience de mon triste état pour l'oublier aussitôt, mais, tel un tambour battant le rythme de ma douleur, l'injonction de vérité « rejoins-moi » n'était jamais très loin. D'autres voix perçaient la brume de ma fièvre, puis disparaissaient, mais la sienne demeurait constante. Elle pense que vous êtes celui qu'elle cherche, je le crois aussi. Vous devriez la recevoir. Elle a fait un long et fatigant chemin pour trouver le prophète blanc. Geoffron s'exprimait à voix basse et d'un ton patient. J'entendis le fou poser brutalement sa râpe. Eh bien, dites-lui qu'elle s'est trompée. Dites-lui que je suis le fabricant de jouets blancs. Dites-lui que le prophète blanc habite plus loin dans la rue, à 5 maisons d'ici, sur la gauche. Je refuse de me moquer d'elle, répondit gravement Geoffron. Elle a fait un long voyage pour vous voir. Elle y a tout perdu, sauf la vie. Venez, saint homme. Elle attend dehors. Ne voulez-vous pas lui parler, rien qu'un instant? Saint homme, répéta le fou d'un ton railleur. Vous lisez trop de vieux manuscrits, et elle aussi. Non, Geoffron. Et puis, il soupira et baissa les bras. Dites-lui que je la verrai dans 2 jours, mais pas aujourd'hui. Très bien. Geoffron n'était manifestement pas satisfaite. Mais une autre femme l'accompagne, une ménestrelle, et celle-là ne se laissera pas rebuter si facilement. Je crois qu'elle le cherche. Mais personne ne sait qu'il est ici, à part vous, moi et la guérisseuse. Il souhaite rester au calme, le temps de recouvrer la santé. En vain, j'essayais d'intervenir pour annoncer que j'acceptais de voir Astérie, que je ne voulais pas qu'on la renvoie. J'étais incapable d'articuler. Je le sais. Et la guérisseuse n'est pas revenue de Butte aux Cèdres, mais elle n'est pas bête, cette ménestrelle. Elle a demandé aux enfants s'ils avaient entendu parler d'un étranger. Et les enfants sont au courant de tout, comme d'habitude. Et ils répètent tout, ajouta le fou d'un ton lugubre. Je l'entendis jeter un autre outil à travers la pièce dans un geste d'agacement. À ce que je vois, je n'ai plus le choix. Vous allez les recevoir? Rire moqueur de la part du fou. Bien sûr que non. Je vais leur mentir. Le soleil de l'après-midi tombait à l'oblique sur mes yeux fermés. Une discussion se déroulait non loin de moi. Je souhaite seulement le voir. Une voix de femme agacée. Je sais qu'il est ici. Je pense devoir admettre que vous avez raison. Mais il dort. Le fou, et son calme exaspérant. Je tiens néanmoins à le voir.
Astérie, et son ton mordant. Le fou poussa un grand soupir. Je pourrais en effet vous permettre de le voir, mais alors vous voudriez le toucher, puis, l'ayant touché, vous voudriez attendre son réveil, et, à son réveil, vous voudriez lui parler. On n'en finirait plus, et j'ai beaucoup de choses à faire. Un fabricant de jouets n'est pas maître de son temps. Vous n'êtes pas fabricant de jouets? Je sais qui vous êtes réellement, et je sais aussi qui il est. Le froid entrait à flots par la porte ouverte. Il s'insinuait sous mes couvertures, me raidissait la chair et tiraillait ma blessure. J'aurais voulu qu'il ferme. Ah, c'est vrai. Caudron et vous connaissez notre grand secret. Je suis le prophète blanc, et lui, c'est Tom, le berger. Mais aujourd'hui, je suis très occupé à prophétiser que des marionnettes seront achevées demain. Et quant à lui, il dort. Il compte les moutons. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Astérie avait baissé la voix, mais elle portait encore. C'est fils de chevalerie l'abdicateur. Et vous, vous êtes le fou. Autrefois, j'ai peut-être été le fou. C'est de notoriété publique. Ici, à Jampe. Mais je suis désormais le fabricant de jouets. Comme je ne me sers plus de l'ancien titre, vous pouvez le prendre à votre compte, si vous le souhaitez. Pour ce qui est de Tom, j'ai l'impression que son titre actuel est celui de Sire Traversin. J'en référerai à la reine. Judicieuse décision. Si vous désirez vraiment devenir son fou, c'est assurément la personne à voir. Mais en attendant, permettez que je vous montre quelque chose. Non, non, reculez un peu, que vous voyez la chose dans son ensemble. Tenez, regardez. J'entendis un claquement, puis un bruit de loquet qui s'encloche. Ma porte vue de l'extérieur, annonça le fou d'un ton joyeux. Je l'ai peinte moi-même. Ça vous plaît? Il y eut un choc sourd, comme celui d'un coup de pied dans une porte, suivi de plusieurs autres. Le fou retourna auprès de sa table de travail en fredonnant, prit une tête de marionnette en bois et un pinceau, puis me jeta un coup d'œil. Rendors-toi. Elle n'est pas près de voir Kétriken. La reine reçoit rarement en ce moment. Et quand cette ménestrelle obtiendra une audience, ça m'étonnerait qu'on croie son histoire. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire, alors profites-en pour te reposer, et aussi pour reprendre des forces, car je crains que tu n'en aies besoin. Éclat du jour sur la neige blanche, le ventre collé au sol au milieu des arbres, les yeux fixés sur une clairière en contrebas. Ce jeune humain qui joue à se poursuivre, en bondissant et en se jetant mutuellement à terre pour rouler et rouler dans la neige. Ce ne sont guère différents des louveteaux. Nous n'avons jamais eu d'autres louveteaux pour jouer avec nous pendant notre enfance. Comme une démangeaison, le désir de dévaler la colline, de nous joindre à eux. Mais nous nous reprenons. Ils auraient peur. Il faut seulement observer. Leurs glapissements emplissent l'air. Notre bébé louve deviendra-t-elle comme eux en grandissant? Demandons-nous. Ils se pourchassent dans la neige, et leurs tresses volent dans le vent de leur course. Fitz, réveille-toi. Il faut que je te parle. Le fou s'était exprimé d'un tel ton que la brume et la douleur s'écartèrent aussitôt. J'ouvris les yeux, puis m'efforçai péniblement d'accommoder ma vision. La pièce était obscure, mais il avait posé un candélabre par terre près de mon lit. Il était assis à côté et me dévisageait d'un air grave. J'étais incapable de déchiffrer son expression. Il me semblait voir l'espoir danser dans ses yeux et au coin de sa bouche. Mais je percevais aussi une raideur en lui, comme s'il s'apprêtait à me donner de mauvaises nouvelles. Tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Insista-t-il. Je réussis à hocher la tête. Puis, oui. J'avais la voix si rauque que je la reconnus à peine. Au lieu de recouvrer des forces, condition indispensable pour que la guérisseuse puisse extraire la flèche, j'avais l'impression que c'était ma blessure qui l'emportait peu à peu.
Chaque jour, la zone douloureuse était plus grande. Elle battait sans cesse aux limites de ma conscience et m'empêchait de réfléchir clairement. J'ai dîné avec Imbre et Kétriken. Il apportait des renseignements. Le fou inclina la tête de côté et le regard fixé sur moi. Il affirme qu'il existe un enfant, une petite fille, de la lignée des loin-voyants en serre. Ce n'est qu'un nourrisson, et c'est une bâtarde. Mais elle est de la même lignée que vérité et chevalerie. Imbre le jure. Je fermai les yeux. Fitz, réveille-toi, écoute-moi. Il s'efforce de persuader Kétriken de revendiquer l'enfant, soit en annonçant que c'est celle qu'elle a eue légitimement de vérité et qu'elle a cachée en la prétendant mort-née pour la protéger d'éventuels assassins, soit en la faisant passer pour la bâtarde de vérité, qu'elle a décidé de reconnaître et de prendre pour héritière. J'étais pétrifié, incapable de respirer. C'était ma fille, je le savais, en sécurité, dissimulée sous la garde de Burich, et destinée à être sacrifiée au trône. Arrachée à Molly, remise à la reine, ma petite fille, dont je ne savais même pas le nom. Enlevée pour devenir princesse, puis reine, mise à jamais hors de ma portée. Fitz! Le fou me serra doucement l'épaule. Il aurait voulu me secouer. J'ouvris les yeux. Il scruta mon visage. Tu n'as rien à dire? Demanda-t-il d'un ton circonspect. Je peux avoir de l'eau? Pendant qu'il allait me chercher une timbale, je me ressaisis. Il m'aida à boire, et quand il reposa le récipient, j'avais trouvé une question que je jugeais convaincante. Comment Kétriken a-t-elle réagi quand elle a su que Vérité avait engendré un bâtard? Ça n'a pas dû la remplir de joie. L'expression hésitante que j'espérais apparut sur les traits du fou. L'enfant est né à la fin des moissons, trop tard pour que Vérité l'ait faite avant son départ. Kétriken s'en est rendu compte plus vite que moi. Puis, d'un ton presque doux, c'est sans doute toi le père. Quand Kétriken a posé la question à Imbre, c'est ce qu'il a répondu. Il me dévisagea. Tu n'étais pas au courant? Je fis non de la tête. Qu'était l'honneur pour un homme tel que moi? Bâtard et assassin, de quelle noblesse d'âme pouvais-je me prévaloir? Je prononçai le mensonge pour lequel je devais toujours me mépriser. Je ne peux pas être le père d'un enfant né aux moissons. Molly m'avait interdit son lit des mois avant de quitter Castelcerre. J'essayais d'empêcher ma voix de trembler. Si c'est Molly la mère, qu'elle prétend que cet enfant est de moi, elle ment. Je m'efforçais de prendre un ton sincère pour ajouter. Je regrette, fou. Je n'ai pas engendré d'héritier loin-voyant, et je n'en ai pas l'intention. Sans que j'eusse à me forcer, ma voix s'étrangla, et mes yeux se brouillèrent. Je secouai la tête contre l'oreiller. Curieux qu'une telle nouvelle me fasse si mal. Que Molly cherche à faire passer son enfant pour le mien. Je fermai les yeux. Si j'ai bien compris, dit le fou avec douceur, elle n'a fait état d'aucune prétention quant à son enfant. Je crois qu'elle ignore tout du plan d'Imbre pour le moment. Il va falloir que je voie Imbre et Kétriken, je pense, pour leur apprendre que je suis vivant et leur révéler la vérité. Mais plus tard, quand j'aurai repris des forces. Pour l'instant, fou, ajoutai-je d'un ton implorant, j'aimerais rester seul. Je ne voulais voir s'inscrire ni compassion, ni incompréhension sur son visage. Alors même que je formais le vœu qu'il goberait mon mensonge, je me traînais moi-même plus bas que terre en songeant à la vilainie que j'avais inventée sur Molly. Je gardais donc les yeux clos en attendant qu'il prenne son chandelier et quitte la pièce. Je restai un moment allongé dans le noir, plein de mépris pour moi-même. C'était mieux ainsi, me répétai-je. Si jamais je retrouvais Molly, tout irait bien pour moi. Et sinon, du moins, ne lui prendrait-on pas notre enfant? Je me rabâchais que j'avais fait ce qu'il fallait faire.
Pourtant, je ne me faisais pas l'effet d'un homme raisonnable, mais d'un traître. Je fis un rêve à la fois réaliste et hébétant. Je faisais sauter des éclats d'un bloc de roche noire. Le rêve se résumait à cela, mais il paraissait interminable dans sa monotonie. Je me servais de ma dague comme ciseau et d'une pierre comme marteau. Mes doigts étaient enflés et couverts de croûte, dû aux multiples fois où j'avais tapé sur eux au lieu de frapper la garde de la dague. Mais cela ne m'arrêtait pas. Je faisais sauter des éclats de pierre noire, et j'attendais qu'on vienne m'aider. À mon réveil, un soir, je trouvai Caudron assise à mon chevet. Elle paraissait encore plus âgée que dans mon souvenir. Une clarté indécise tombait sur son visage d'une fenêtre bouchée par un parchemin huilé, et j'étudiai un moment ses traits avant qu'elle remarquât mes yeux ouverts. Elle secoua alors la tête. J'aurais dû le deviner, à vous voir si étrange. Vous aussi, vous vous rendiez chez le prophète blanc. Elle se pencha vers moi et, dans un murmure, il refuse de laisser Astérie vous voir. Il dit que vous êtes trop faible pour recevoir une visiteuse aussi pleine d'entrain, et que vous tenez à votre incognito, pour le moment. Mais je lui transmettrai tous vos messages, d'accord? Je refermai les yeux. Un matin plein de lumière, et un coup frappait à la porte. La fièvre qui me tenaillait m'empêchait de dormir, mais aussi de rester éveillé. J'avais bu de l'infusion d'écorce de saule à en avoir des grenouilles dans l'estomac. Pourtant, la migraine me martelait toujours le crâne, et je ne cessais de frissonner de froid ou de transpirer à grosses gouttes. Un nouveau coup fut frappé, plus fort, et Caudron reposa la tasse d'infusion avec laquelle elle me tourmentait. Le fou était à sa table de travail. Il rangea sa gouge, mais Caudron annonça « Je m'en occupe !» et ouvrit la porte à l'instant où il disait « Laissez, j'y vais !» Astérie entra si brusquement que Caudron poussa un cri de saisissement. La ménestrelle s'avança dans la pièce en faisant tomber la neige de sa coiffe et de son manteau, et lança au fou un regard triomphant. L'intéressé se contenta de lui répondre d'un hochement de tête cordial, comme s'il attendait sa visite, puis se remit à sculpter sans un mot. Les étincelles furieuses qui brillaient dans les yeux d'Astérie prirent un nouvel éclat, et je la sentis satisfaite de je ne sais quoi. Elle claqua la porte derrière elle et traversa la pièce comme le vent du nord en personne. Puis elle s'assit en tailleur par terre près de mon lit. Eh bien, Fitz, je suis heureuse de vous voir enfin. Caudron m'a dit que vous étiez blessé. Je vous aurais volontiers rendu visite plus tôt, mais on m'a refusé l'entrée. Comment allez-vous? J'essayais de me concentrer sur ses propos. J'aurais préféré qu'elle se déplace moins vite et parle moins fort. Il fait trop froid ici, fis-je d'un ton irrité. Et j'ai perdu ma boucle d'oreille. Je n'avais découvert sa disparition que le matin même, et j'en étais chagriné. J'étais incapable de me rappeler quelle importance j'y attachais, mais je n'arrivais pas à penser à autre chose. Rien que d'y songer faisait empirer ma migraine. Elle ôta ses moufles, une de ses mains était bandée. Elle posa l'autre sur mon front. Ce contact glacé m'emplit de félicité. Étrange que le froid pût paraître si agréable. Il est brûlant! Lança-t-elle au fou d'un ton accusateur. Vous n'auriez pas pu lui donner de l'écorce de saule? Le fou fit sauter un copeau de bois. Il y en a une bouilloire près de votre genou, si vous ne l'avez pas renversée. Si vous arrivez à lui en faire boire davantage, c'est que vous êtes plus doué que moi. Un nouveau copeau. Ce ne serait pas difficile, répliqua la ménestrelle, d'une voix grinçante. Puis, plus aimablement, à moi. Votre boucle d'oreille n'est pas perdue. Tenez, je l'ai là. Et elle sortit le bijou d'une poche pendue à sa ceinture. Une petite partie de mon esprit était assez lucide pour remarquer qu'elle était chaudement vêtue à la mode montagnarde. De ses doigts froids
et un peu rude, elle replaça la boucle à mon oreille. Une question me vint. Pourquoi la déteniez-vous? J'ai demandé à Caudron de me l'apporter, répondit-elle sans sourciller, quand j'ai vu que le sire ici présent refusait de me laisser vous voir. Il me fallait un signe, un objet qui prouve à Ketriken la véracité de mes dires. Je suis allé la voir aujourd'hui même et je lui ai parlé, ainsi qu'à son conseiller. Le nom de la reine s'imposa à mes pensées floues et leur rendit un instant leur netteté. Ketriken! Qu'avez-vous fait? M'écriai-je atterré. Que lui avez-vous dit? Astérie resta interloquée. Eh bien, et tout ce qu'elle doit savoir pour vous aider dans votre mission. Que vous êtes bel et bien vivant, que Vérité n'est pas mort, et que vous allez vous mettre à sa recherche. Qu'il faut avertir Molly que vous êtes vivant, afin qu'elle ne perde pas courage, et protège votre enfant jusqu'à votre retour. Que je vous ai fait confiance! Criai-je. Je vous ai confié mes secrets, et vous m'avez trahi. Oh, quel fou j'ai été! J'étais désespéré. Tout était perdu. Tout! Non. Le fou, c'est moi. Il traversa lentement la pièce et s'arrêta près de mon lit, les yeux baissés sur moi. Et d'autant plus que je croyais avoir ta confiance, apparemment, poursuivit-il. Jamais je ne l'avais vu si pâle. Ton enfant, fit-il comme s'il se parlait à lui-même. Un authentique descendant de la lignée des loin-voyants. Ses yeux jaunes brasillaient comme un feu mourant, tandis que son regard se portait tour à tour sur Astérie et moi. Tu savais l'importance de cette nouvelle pour moi. Pourquoi? Pourquoi me mentir? J'ignorais ce qui était le pire. La peine dans le regard du fou, ou le triomphe dans le coup d'œil qu'Astérie lui décocha. Je le devais pour la garder pour moi. Cet enfant est à moi. Ce n'est pas l'héritière des loin-voyants, m'écriai-je, éperdu. Elle est à moi et à Molly. Je veux l'aimer et la voir grandir, pas la donner comme un outil à un faiseur de roi. Et c'est moi seul qui dois révéler à Molly que je suis vivant. Astérie, comment avez-vous pu me faire ça? Pourquoi ai-je été aussi bête? Pourquoi a-t-il fallu que j'en parle? La ménestrelle prit l'air aussi offensé que le fou. Elle se leva d'un mouvement raide et, d'une voix sèche, je ne cherchais qu'à vous aider et à remplir votre devoir. Derrière elle, le vent ouvrit la porte. Cette femme a le droit de savoir que son mari est vivant. De quelle femme parlez-vous? Demanda une voix glacée. Atterré, je vis Ketriken entrer à grands pas, suivi d'Imbre. Elle tourna vers moi un visage effrayant. Le chagrin avait ravagé ses traits, creusé des rides profondes de part et d'autre de sa bouche et fait fondre la chair de ses joues. En outre, la fureur bouillonnait en cet instant au fond de ses yeux. La bouffée d'air frais qui avait accompagné leur entrée me rafraîchit, puis la porte fut refermée et j'observai autour de moi tous ces visages familiers. La petite pièce en paraissait envahie, et ils posaient tous sur moi des regards glacés. Je battis des paupières. Ils étaient si nombreux, si proches, et ils ne me lâchaient pas. Nul sourire, nul souhait de bienvenue, nulle joie. Rien que les violentes émotions attisées par les changements que j'avais opérés. C'était donc ainsi qu'on accueillait le catalyseur. Personne n'affichait les expressions que j'aurais voulu voir. Personne, sauf Imbre. Il s'approcha de moi à grandes enjambées, tout en ôtant ses gants de monte. Quand il repoussa la capuche de son manteau, je vis que ses cheveux blancs étaient noués en queue de guerrier. Un bandeau de cuir lui ceignait le front, au milieu duquel pendait un médaillon d'argent, frappé d'un cerf. Les andouillés baissés, prêts à charger. Le sceau que Vérité m'avait donné. Astérie s'écarta précipitamment de son chemin. Sans lui accorder le moindre regard, il s'assit souplement par terre, près de mon lit,
Puis il me prit la main et ses yeux s'étrécirent à la vue de mes gelures. « Oh mon garçon, je te croyais mort !» dit-il à mi-voix. « Quand Buriche m'a annoncé qu'il avait trouvé ton cadavre, j'ai cru que mon cœur allait se briser. Nos derniers mots avant notre séparation... Enfin, tu es ici, en mauvais état, mais vivant. » Il me baisa le front. La main qu'il posa sur ma joue était calleuse, et les marques de petites vérolles disparaissaient presque sous le hâle de la peau. Je le regardai dans les yeux, et j'y lus joie et chaleur. Le regard brouillé de larmes, je lui demandai : « Êtes-vous vraiment prêt à prendre ma fille pour la mettre sur le trône ? Un nouveau bâtard pour la lignée des loin-voyants ? Êtes-vous prêt à la laisser utiliser comme nous l'avons été ?» Son visage se figea, et la détermination durcit sa bouche. « Je ferai tout pour remettre un véritable loin-voyant sur le trône des Séduchés. Mon serment d'allégeance m'y oblige, et toi aussi. » Il planta son regard dans le mien. Je le dévisageais, épouvanté. Il m'aimait, puis il croyait en moi. Il croyait que je possédais la force et le dévouement qui constituaient l'armature de sa vie. Et cela lui permettrait de m'infliger froidement des tourments plus atroces que tout ce que la haine pouvait inspirer à Royal. Sa foi en moi était telle qu'il n'hésiterait pas à me plonger au cœur de n'importe quelle bataille, à exiger de moi n'importe quel sacrifice. Un sanglot sec me convulsa soudain et tirailla la flèche plantée dans mon dos. « Mais c'est sans fin !» m'écriai-je. « Le devoir me poursuivra toujours. Mieux vaut mourir. Oubliez que je suis vivant. » D'un geste brusque, je retirai ma main de celle d'Imbre sans me préoccuper de la souffrance que ce mouvement m'occasionnait. « Allez-vous-en !» Imbre ne broncha pas. « Il est brûlant de fièvre !» fit-il d'un ton accusateur à l'adresse du fou. « Il ne sait plus ce qu'il dit. Vous auriez dû lui donner de l'écorce de saule. » Un sourire effrayant tordit les lèvres de l'intéressé, mais, avant qu'il pût répondre, on entendit un bruit de déchirement. Une tête grise passa à travers la peau huilée qui protégeait la fenêtre, et laissa voir sous ses babines retroussées 2 rangées de crocs blancs. Le reste du loup suivit bientôt. Une étagère sur laquelle étaient rangées des herbes en pot dégringola sur des parchemins déroulés, et, dans un crissement de griffes, Œil de Nuit atterrit entre mon lit et Imbre, qui se redressa en hâte. Il adressa un grondement à la cantonade. « Je les tuerai tous, si tu me l'ordonnes. » Je laissai retomber ma tête sur mes oreillers. Mon loup, si pur, si sauvage. Voilà donc ce que j'avais fait de lui. Était-ce différent de ce qu'Imbre avait fait de moi ? Je les regardais tous à nouveau. Le visage d'Imbre était un masque inexpressif. Les autres exprimaient qui un saisissement, qui une tristesse, qui une déception dont j'étais responsable. J'étais en proie à la fièvre et au désespoir en même temps. « Je regrette, dis-je d'une voix faible. Je n'ai jamais été celui que vous croyez. Jamais. » Le silence envahit la pièce. Le feu émit un petit crépitement. Ma tête roula sur l'oreiller et je fermai les yeux. Puis, je prononçai les mots qu'il m'était impossible de retenir. Je vais aller chercher Vérité, et je vais me débrouiller pour le ramener. Non parce que je suis celui que vous croyez tous, ajoutai-je en redressant lentement la tête, et je vis la confiance renaître dans les yeux d'Imbre. Mais parce que je n'ai pas le choix. Je ne l'ai jamais eu. Vous croyez donc que Vérité est vivant ? L'espoir qui perçait dans la voix de Kétriken était d'une violence avide. Elle s'avança vers moi tel un ouragan. J'acquiesçai. « Oui, » répondis-je avec effort. « Oui, je le crois vivant. Je le sens fortement présent. » Son visage était tout près du mien, énorme. Je battis des paupières et ma vision se brouilla. Pourquoi n'est-il pas revenu dans ce cas ? Est-il égaré ? Blessé ?
Ne se soucie-t-il donc pas de ceux qu'il a abandonnés? Ces questions me lapidaient comme autant de grêlons. Je pense, fis-je, puis je me trouvai incapable de penser, de parler. Je fermai les yeux et j'entendis un long silence. Œil de nuit gémit, puis un sourd grondement monta de sa gorge. Nous devrions peut-être le laisser quelque temps, dit Astérie d'un ton hésitant. Fitz n'est pas en état pour l'instant. Vous pouvez sortir, répondit le fou avec grandeur. Moi, malheureusement, j'habite ici. À la chasse. Il est temps d'aller chasser. Je regarde du côté où nous sommes entrés, mais le sans-odeur a bouché le passage avec un nouveau morceau de peau de daim. La porte. Une part de nous sait que c'est la porte, et nous nous dirigeons vers elle pour gémir doucement et la pousser du museau. Elle cliquette contre le verrou comme un piège prêt à se refermer. Le sans-odeur s'approche à pas légers, prudent. Il tend son corps au-dessus de moi pour poser une patte pâle sur la porte et me l'ouvrir. Je me glisse dehors et je retrouve le monde froid de la nuit. Ça me fait du bien d'étirer mes muscles, et je fuis la douleur, la maison étouffante et le corps qui ne fonctionne pas, pour rejoindre cet abri sauvage de chair et de fourrure. La nuit nous engloutit, et nous chassons. C'était une autre nuit, un autre moment. Avant, après, je ne savais plus. Mes jours se décousaient les uns des autres. Quelqu'un enleva une compresse tiède de mon front et la remplaça par une plus froide. Je regrette, fou, dis-je. 32, répondit une voix d'un ton las. Puis, plus aimablement, bois. Des mains fraîches soulevèrent mon visage, du liquide humecta mes lèvres. J'essayai de boire. C'était de l'infusion d'écorce de saule. Je détournai le visage avec dégoût. Le fou m'essuya le menton et s'assit par terre près de mon lit. Puis s'y accouda. Il orienta son parchemin vers la lumière et reprit sa lecture. C'était la pleine nuit. Je fermai les yeux pour tenter de retrouver le sommeil, mais je ne parvins qu'à ressusciter tout ce que j'avais fait de mal, toutes les espérances que j'avais trahies. Je regrette tellement, dis-je. 33, répondit le fou sans lever les yeux. 33 quoi? Il se tourna vers moi, surpris. Ah! Tu es réveillé pour de bon? Naturellement. 33 quoi? 33, je regrette, adressé à diverses personnes, mais à moi pour la plupart. Tu as appelé Buriche à 17 reprises. Je crains d'avoir perdu le compte des fois où tu as appelé Molly. Et je suis arrivé à un total global de 62, j'arrive, vérité. Il y a de quoi te faire tourner en bourrique. Je regrette. 34. Non, tu divagues de façon assez monotone, c'est tout. C'est la fièvre, je suppose. Sans doute. Le fou se remit à lire. J'en ai assez de rester sur le ventre, dis-je. Tu peux toujours te retourner sur le dos, répondit le fou pour le plaisir de me faire grimacer. Puis, tu veux que je t'aide à te mettre sur le côté? Non, j'ai encore plus mal. Préviens-moi si tu changes d'avis. Il reporta son regard sur le manuscrit. Imbre n'est pas revenu me voir. Il soupira et posa son parchemin. Personne d'autre non plus. La guérisseuse t'a examiné et nous a reproché de t'avoir dérangé. On doit te laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle ait extrait la flèche. C'est-à-dire demain. De toute façon, Imbre et la reine ont beaucoup à débattre. Vous savoir vivant, Vérité et toi, a tout changé.
Autrefois, ils m'auraient fait participer à leurs discussions. Je me tus, conscient de m'apitoyer sur mon sort et de m'y complaire, mais incapable de m'en empêcher. Ils doivent me juger indigne de confiance. Je ne leur en veux pas, d'ailleurs. Tout le monde me déteste. Aujourd'hui, à cause des secrets que j'ai gardés pour moi, des promesses que je n'ai pas tenues. Mais non, tout le monde ne te déteste pas, me reprit le fou. Il n'y a que moi. Je tournai les yeux vers lui, et son sourire sarcastique me rassura. Ah, les secrets, fit-il en soupirant. Un jour, j'écrirai un long traité philosophique sur le pouvoir des secrets, qu'on les garde ou qu'on les révèle. Il te reste de l'eau de vie? Tu as de nouveau soif? Eh bien, bois de l'infusion de saule. Son ton était à la fois gracieux, acide et mielleux. Il y en a tant que tu veux, tu sais, de plein seau, et rien que pour toi. J'ai l'impression que ma fièvre est un peu tombée, protestai-je humblement. Il posa la main sur mon front. En effet, pour l'instant. Mais je ne crois pas que la guérisseuse verrait d'un bon œil que tu t'enivres à nouveau. Elle n'est pas là, répondis-je. Il haussa ses sourcils clairs. Ulrich serait drôlement fier de toi. Cependant, il se leva d'un mouvement gracieux et se dirigea vers la moire de chêne. En contournant précautionneusement œil de nuit, vautré devant la cheminée, plongé dans un sommeil alourdi par la chaleur. Mon regard s'égara vers la peau huilée de la fenêtre, puis revint sur le fou. Le loup et lui avaient dû passer une sorte d'accord. Le ventre plein, œil de nuit dormait si profondément qu'il ne rêvait même pas. De petites contractions agitèrent ses pattes quand je tendis mon esprit vers lui. Aussi me retirai-je. Le fou était en train de poser la bouteille et deux timbales sur un plateau. Il paraissait un peu triste. Je regrette, tu sais. Il me semblait l'avoir compris. 35 fois. Mais c'est vrai! J'aurais dû te faire confiance et te parler de ma fille. Rien, ni la fièvre, ni une flèche dans le dos n'aurait pu m'empêcher de sourire en prononçant ces deux derniers mots. Ma fille. Je m'efforçais d'exposer la vérité toute nue, gêné que cela me parût une expérience inédite. Je ne l'ai jamais vue, sinon par le biais de l'art. Et ce n'est pas pareil. Je veux que ce soit ma fille à moi et à Molly. Pas une enfant qui appartiendra à un royaume et qui devra apprendre à assumer d'énormes responsabilités. Rien qu'une petite fille qui cueillera des fleurs, qui fabriquera des bougies avec sa mère, qui... Je me mis à bredouiller, m'interrompis, puis repris. Enfin bref, ce qu'ont le droit de faire les enfants ordinaires. Imbre veut le lui interdire. Dès l'instant où quelqu'un la montrera du doigt en disant « Tenez, elle pourrait être, elle pourrait être l'héritière du trône des loin-voyants. » Elle sera en danger. Il faudra la protéger, lui apprendre à se méfier, à peser chaque parole et à réfléchir à chaque geste. Et pourquoi? Ce n'est pas une véritable héritière royale, ce n'est que la bâtarde d'un bâtard. Je prononçai ces mots acides avec difficulté. Puis je fis le serment de ne jamais permettre à personne de les lui dire en face. Pourquoi devrait-elle courir tant de risques? Ce serait différent si elle était née dans un palais avec une centaine de gardes pour la défendre. Mais elle n'a que Molly et Burrich. Burrich est avec elle? Si Imbre a choisi Burrich, c'est parce qu'il lui prête l'efficacité de 100 gardes, mais en plus discret, remarqua le fou. Se doutait-il du mal qu'il me faisait? Il apporta l'eau de vie et les timbales, et m'en remplit une. Je réussis à la lui prendre des mains. À une fille. La tienne et celle de Molly, fit-il. Et nous bûmes. L'alcool descendit dans ma gorge avec une brûlure purificatrice. Ainsi, dis-je d'une voix étranglée, Imbre était au courant de tout depuis le début,
et a envoyé Buriche les protéger. Tout le monde savait, sauf moi. Pourquoi avais-je l'impression d'avoir été dépouillé? Je le pense, sans avoir de certitude. Le fou se tut, comme s'il s'interrogeait sur l'opportunité de poursuivre. Puis, il rejeta ses réserves. En réfléchissant sur les événements passés, j'ai assemblé divers éléments. Je crois que Patience soupçonnait l'existence de ta fille, et c'est pourquoi elle a mis Molly au service de Buriche quand il a été blessé à la jambe. Son état ne requérait pas tant de soins, et il le savait aussi bien que Patience. Mais il sait écouter, surtout parce qu'il parle très peu. Et Molly avait besoin de se confier à quelqu'un, en particulier à quelqu'un qui avait élevé un bâtard. Le jour où nous étions tous réunis chez lui, tu m'avais envoyé auprès de lui voir ce qu'il pouvait faire pour mon épaule. Le jour où tu avais fermé la porte de Subtil au nez de Royal pour protéger le roi. L'espace d'un instant, il parut se plonger dans ses souvenirs, puis il se reprit. En montant chez Buriche, je les ai entendus se disputer, du moins. Molly parlait d'un ton querelleur et Buriche gardait le silence, ce qui constitue la réplique la plus efficace. J'ai donc tendu l'oreille, avoua-t-il sans remords. Mais je n'en ai guère appris. Elle répétait qu'il pouvait lui procurer une certaine plante, et il refusait. Pour finir, il lui a promis de n'en parler à personne, et il lui a demandé de bien réfléchir et de faire ce qu'elle avait envie de faire, pas ce qui lui paraissait le plus raisonnable. Puis, ils se sont tus. Alors, je suis entré, et Molly a pris congé. Ensuite, tu es arrivé en disant qu'elle t'avait quitté. Il s'interrompit. En y repensant, il faut que j'aie été aussi abruti que toi pour ne pas avoir compris le sens de cette conversation. Merci, dis-je d'un ton sec. De rien. Je dois tout de même reconnaître que nous avions tous bien d'autres sujets de préoccupation alors. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et la convaincre que notre enfant serait le pivot de ma vie, davantage que mon roi ou mon pays. Ah, ainsi, tu aurais été prêt à quitter Castelcerre ce jour-là pour la suivre et la protéger? Le fou haussa les sourcils d'un air interrogateur. Je ne répondis pas tout de suite. Puis, je n'aurais pas pu. J'avais la gorge serrée. Je la dénouais à l'aide d'un peu d'eau de vie. Je sais, je comprends. Vois-tu, nul ne peut échapper au destin. Du moins, tant que nous restons prisonniers du harnais du temps. Et, ajouta-t-il d'un ton plus doux, aucun enfant ne peut échapper à l'avenir décrété par le destin. Ni un fou, ni un bâtard, ni la bâtarde d'un bâtard. Un frisson glacé me parcourut. Malgré mon scepticisme, la peur m'étreignit. Tu veux dire que tu connais son avenir? Il soupira et acquiesça. Puis, il sourit en secouant la tête. C'est ainsi pour moi. Je sais qu'il se passe quelque chose avec un héritier loin-voyant. S'il s'agit de ta fille, alors, dans des années d'ici, je lirai sans doute quelques anciennes prophéties et je m'écrierai « Ah oui, c'est là !» Tout était prédit. Nul ne comprend vraiment une prophétie tant qu'elle ne s'est pas réalisée. C'est un peu comme un fer à cheval. Le maréchal Ferrand te montre un morceau de fer et tu te dis qu'il ne s'adaptera jamais au sabot. Mais une fois que le fer est passé au feu, au marteau et à la lime, il se fixe parfaitement au sabot de ton cheval, mieux qu'à aucun autre. À t'entendre, on a l'impression que les prophètes taillent leurs prophéties de façon qu'elles collent à la réalité, a posteriori. Il inclina la tête de côté. Et un bon prophète, comme un bon maréchal Ferrand, te montre que le résultat s'adapte parfaitement. Il prit la timbale vide de ma main. Tu devrais être en train de dormir. Demain, la guérisseuse va extraire la flèche. Tu auras besoin de toutes tes forces.
Je hochai la tête, et je me sentis soudain les paupières lourdes. Imbre m'agrippa les poignets et les tira fermement vers le bas. J'avais la poitrine et la joue écrasée contre le banc de bois. Le fou était à califourchon sur mes jambes et m'immobilisait le bassin en s'y appuyant de tout son poids. Même Caudron, les mains sur mes épaules nues, me maintenait à plat sur le banc. J'avais l'impression d'être un porc prêt à l'abattage. Astérie se tenait non loin avec de la charpie et une cuvette d'eau brûlante. Comme Imbre me tirait par les poignets, il me sembla que mon corps tout entier allait s'ouvrir en deux au niveau de la blessure infectée de mon dos. La guérisseuse s'accroupit à côté de moi et j'entreaperçus la pince qu'elle avait à la main. Elle était en fer forgé, sans doute empruntée à la remise du forgeron. Prêt ? Demanda-t-elle. Non, grognai-je. Nul ne fit attention à moi. Ce n'était pas à moi qu'elle s'adressait. Elle avait passé toute la matinée à travailler sur moi, comme sur un jouet cassé, à me palper et à faire sortir les fluides nauséabonds de ma plaie infectée, tandis que je me tortillais en jurant dans ma barbe. Personne n'avait tenu compte de mes imprécations, à part le fou, qui, redevenu lui-même, n'avait pas cessé d'y suggérer des améliorations. Il avait convaincu Œil de Nuit d'attendre dehors. Je sentais le loup qui rôdait autour de la maison. J'avais tenté de lui expliquer ce qui allait se passer. Je l'avais débarrassé de piquants de porc épic assez souvent par le passé pour qu'il eût une idée assez précise de l'inévitable douleur, mais cela ne l'empêchait pas de partager mon angoisse. « Allez-y » dit Imbre à la guérisseuse. Son visage était tout près du mien, et sa barbe chatouillait ma joue glabre. « Accroche-toi, mon garçon » me souffla-t-il à l'oreille. Les mâchoires froides de la pince appuyèrent sur ma chair enflammée. « Ne respirez pas si vite et tenez-vous tranquille » ordonna la guérisseuse d'un ton sévère. Je tâchais de lui obéir. J'eus la sensation qu'elle enfonçait l'instrument dans mon dos à la recherche d'une prise. Après une éternité de tâtonnement, elle dit « Tenez-le » Je sentis la pince se refermer. La guérisseuse la tira vers elle en m'arrachant la colonne vertébrale. C'est du moins ce qu'il me sembla. Je me rappelle le premier frottement du métal contre l'os, et j'oubliai alors ma résolution de ne pas crier. La douleur et ma conscience s'échappèrent dans un hurlement, puis je tombai dans le lieu indistinct où l'on n'accède ni en dormant, ni à l'état de veille. Mes jours de fièvre me l'avaient rendu beaucoup trop familier. Le fleuve d'art. J'étais en lui, et il était en moi. À un pas de moi, il avait toujours été à un simple pas de moi. Rémission de la douleur et de la solitude, rapide et doux. Je m'y dissolvais. Je m'y défaisais comme un tricot se défait quand on tire sur le bon fil. Toute ma souffrance s'y diffusait aussi. Non. Vérité me l'interdit fermement. Va-t'en, Fitz. Comme s'il chassait un petit enfant qui s'est trop approché du feu. Je m'en allais. Tel un plongeur qui remonte à la surface, j'émergeais sur le banc dur, au milieu d'un mélange de voix. La lumière paraissait faible. Quelqu'un poussa une exclamation où il était question de sang, et demanda une poche de tissu remplie de neige. Je sentis qu'on pressait le sac sur mon dos, tandis qu'un chiffon imbibé de liquide rouge tombait sur le tapis du fou. La tache s'étendit dans la laine, et je m'écoulai avec elle. Je flottais en l'air, et la pièce était envahie de points noirs. La guérisseuse était accroupie devant le feu. Elle tira un nouvel outil de forgeron des flammes. Il rougeoyait, et elle se tourna vers moi. « Attendez » m'écriai-je, saisi d'horreur, en me jetant d'une ruade presque à bas de mon banc. Mais Imbre me rattrapa par les épaules. « Il le faut, » me dit-il durement, en me maintenant d'une poigne de fer pendant que la guérisseuse s'approchait de moi.
Je ne sentis tout d'abord qu'une pression quand elle appliqua le tison sur mon dos. Puis l'odeur de ma propre chair brûlée me parvint, et je croyais pouvoir y rester indifférent quand un spasme de souffrance me convulsa plus violemment que le nœud coulant d'un bourreau. L'obscurité s'éleva pour m'entraîner dans ses abysses. Pendu au-dessus de l'eau et brûlé, hurlai-je, désespéré. Un loup se mit à gémir. Je remontais, de plus en plus proche de la lumière. La plongée avait été profonde, les eaux tièdes et pleines de songes. Je goûtais l'orée de la conscience, pris une bouffée d'éveil. Imbre. Mais vous auriez quand même pu me prévenir qu'il était vivant et s'était rendu chez vous. Par elle et Eda réunis, fou! Combien de fois vous ai-je confié mes desseins les plus secrets? Presque autant de fois que vous me les avez cachés, répliqua le fou d'un ton acerbe. Fitz m'a demandé de garder sa présence chez moi confidentielle, et c'est resté le cas jusqu'à cette ménestrelle vienne y fourrer son nez. Quel mal y aurait-il eu à ce qu'on le laisse tranquille le temps qu'il reprenne ses forces avant de se faire extraire cette flèche? Vous l'avez entendu délirer. Ses propos vous paraissent-ils ceux d'un homme en paix avec lui-même? Imbre soupira. Tout de même, vous auriez pu m'avertir. Vous n'ignorez pas ce que cela aurait représenté pour moi de le savoir vivant? Vous n'ignorez pas ce que cela aurait représenté pour moi de savoir qu'il existait un héritier, lui envoyant, rétorqua le fou. Je vous l'ai appris en même temps qu'à la reine. Oui, mais depuis combien de temps étiez-vous au courant de son existence? Depuis que vous avez envoyé Burich monter la garde auprès de Molly? Vous saviez que Molly portait son enfant la dernière fois que vous êtes venu ici, mais vous ne m'en avez rien dit. Imbre prit une brusque inspiration, manifestement agacé, puis s'imposa le calme. Je préférerais que vous ne prononciez pas ces noms, même ici. Je les ai cachés jusqu'à la reine en personne. Comprenez donc, fou. Plus de personnes sont au courant, plus l'enfant court de risques. Jamais je n'aurais révélé son existence si celui de la reine n'était pas mort, et que nous n'ayons pas cru vérité définitivement disparue. Que vous n'ayez vous-même espéré garder encore quelques secrets par-devers vous. Une ménestrelle connaît le nom de Molly. Ces gens-là ne savent pas garder un secret. Son aversion pour Astérie vibrait dans sa voix. D'un ton plus mesuré, il ajouta. Alors, quels étaient vos véritables desseins, Imbre? Faire passer la fille de Fitz pour celle de vérité? La voler à Molly et la remettre à la reine pour qu'elle l'élève comme son propre enfant? Le fou s'exprimait dans un chuchotement glacial. Les temps sont durs, et la nécessité pressante. Mais non, je ne comptais pas la voler. Burich comprendrait, lui, et je pense qu'il saurait faire partager mon point de vue à Molly. Et d'ailleurs, qu'a-t-elle à offrir à cet enfant? Une petite fabricante de bougies, sans le sou, sans travail. Comment peut-elle s'occuper d'elle? Cet enfant mérite mieux. La mère aussi, c'est vrai. Et je veillerai à ce qu'elle non plus ne manque de rien. Mais la petite ne doit pas rester auprès d'elle. Réfléchissez, fou. Une fois connue son ascendance lois-voyant, elle ne serait en sécurité que sur le trône ou dans la ligne de succession. Sa mère tient compte des conseils de Burich. Il saurait lui faire comprendre. Je ne suis pas sûr que vous convainquiez Burich lui-même. Il a déjà sacrifié un enfant au devoir royal. La seconde fois, il risque de ne pas y voir un choix judicieux. Quelquefois, tous les termes d'une alternative sont mauvais, fou. Et pourtant, il faut choisir. Je dus faire du bruit, car ils se précipitèrent tous deux vers moi. Mon garçon, fit Imbre d'une voix tendue. Es-tu réveillé, mon garçon? Il me semblait que oui. J'entr'ouvris un œil. C'était la nuit. La lumière provenait du feu dans la cheminée et de quelques bougies. Imbre, le fou, une bouteille d'eau-de-vie, et moi. Mon dos n'allait pas mieux, ma fièvre non plus. Avant que j'eusse le temps d'ouvrir la bouche,
Le fou porta une timbale à mes lèvres. Encore de cette épouvantable décoction de saule. Mais j'avais si soif que j'avalai tout. Lorsqu'il me fit boire à nouveau, c'était du bouillon de viande merveilleusement salé. J'ai très soif, dis-je quand j'eus fini. Je me sentais la bouche pâteuse, presque gluante. Tu as perdu beaucoup de sang, intervint Imbre bien inutilement. Tu veux encore du bouillon demanda le fou. Je parvins à hocher imperceptiblement la tête. Le fou prit la timbale et se dirigea vers l'âtre. Imbre se pencha tout contre moi et chuchota d'un ton étrangement pressant. Fitz, dis-moi, me hais-tu, mon garçon? Sur l'instant, je n'en savais rien. Mais le haïr, c'était le perdre. Et cela aurait été insupportable. Trop peu de personnes avaient de l'affection pour moi en ce bas monde. Il m'était impossible d'en haïr, ne fût-ce qu'une seule. Je secouai vaguement la tête. Mais, dis-je lentement, en articulant avec soin, ne prenez pas ma fille. Ne crains rien, répondit-il avec douceur. De sa main ridée, il repoussa mes cheveux de mon visage. Si Vérité est vivant, ce ne sera pas nécessaire. Pour le moment, elle est plus en sécurité là où elle se trouve, et si le roi Vérité revient et reprend son trône, Ketriken et lui auront leurs propres enfants. Vous me le promettez? Demandai-je d'un ton suppliant. Son regard croisa le mien, puis le fou s'approcha, une timbale de bouillon à la main, et Imbre s'écarta pour le laisser passer. Le bouillon était tiède, et j'eus l'impression que c'était la vie elle-même qu'on me faisait boire. Quand j'eus terminé, ma voix avait retrouvé de la vigueur. Imbre, fis-je. Il se tenait devant la cheminée, les yeux plongés dans les flammes. Il se retourna. Vous n'avez pas promis? Non, répondit-il gravement. Je n'ai pas promis. L'époque est trop incertaine pour une telle promesse. Je restai un long moment à le dévisager, et il finit par détourner les yeux avec un petit hochement de tête accablé. Il était incapable de soutenir mon regard, mais il ne voulait pas non plus me mentir. La décision me revenait donc. Vous pouvez vous servir de moi, lui dis-je à mi-voix. Je ferai tout mon possible pour ramener Vérité et lui rendre son trône. Je vous donne ma mort, si cela est nécessaire. Mieux, je vous donne ma vie. Imbre, mais pas celle de mon enfant, pas celle de ma fille. Il planta son regard dans le mien et acquiesça gravement. La convalescence fut longue et douloureuse. Il me semblait pourtant que j'aurais dû savourer chaque jour passé dans un lit moelleux, chaque bouchée de nourriture, chaque instant où je dormais en sécurité. Mais non. L'extrémité noircie par le froid de mes doigts et de mes orteils se descamait et s'accrochait à tout. Et la nouvelle peau qui poussait en dessous était affreusement sensible. La guérisseuse venait tous les jours crever ma plaie sous prétexte qu'il fallait la maintenir ouverte, afin de permettre à l'infection de s'évacuer. Je me lassais bientôt de la voir me retirer des bandages nauséabonds et de la sentir me piquer le dos pour empêcher la blessure de se refermer. Elle m'évoquait un corbeau qui s'acharne sur un animal mourant et, quand je lui en fis la remarque sans guère de délicatesse, elle me rit au nez. Au bout de quelques jours, je pus me déplacer, mais avec la plus grande circonspection. Chaque pas, chaque geste du bras était mesuré. J'appris à coller mes coudes contre mes flancs pour réduire la traction sur les muscles de mon dos, à marcher comme si j'avais un panier plein d'œufs en équilibre sur la tête. Malgré toutes ces précautions, je me fatiguais rapidement, et la fièvre me reprenait parfois la nuit, à la suite d'une promenade trop épuisante. Je me rendais quotidiennement au bain, et, bien que l'eau chaude me détendît, je n'y passais pas un instant sans me souvenir que Royal avait tenté de me noyer dans ces mêmes bassins,
et que j'avais vu Buriche jeter sur ces mêmes carrelages d'un coup au crâne. Alors, dans ma tête montait la sirène. Rejoins-moi, rejoins-moi. Et mon esprit s'emplissait de pensées et de questions à propos de vérité, ce qui ne contribuait pas à m'apaiser. Au contraire, je me surprenais à prévoir à l'avance chaque détail de mon prochain voyage. Je dressais mentalement la liste du matériel à demander à Catriken, et je menais de longs et opiniâtres débats avec moi-même pour savoir si je devais prendre une bête de monte. Je finis d'ailleurs par décider de n'en rien faire. Il n'y avait pas de pâturage là où je me rendais. J'avais perdu ma capacité à me montrer cruel par insouciance, et je me refusais à conduire un cheval ou un poney à la mort. Je savais aussi qu'il me faudrait bientôt demander la permission de Ketriken de fouiller les bibliothèques pour voir s'il n'existait pas une carte antérieure à celle de vérité. Et je redoutais d'affronter la reine qui ne m'avait toujours pas convoqué. Chaque jour, je me rappelais ces résolutions, et chaque jour, je les repoussais au lendemain. Pour l'heure, il m'était impossible de traverser Jean-Papier sans devoir m'arrêter. Je commençais à me forcer à manger davantage et à repousser les limites de mes forces. Souvent, le fou m'accompagnait dans mes promenades fortifiantes et, même si je n'ignorais pas qu'il détestait le froid, sa compagnie silencieuse m'était trop précieuse pour que je lui propose de rester au chaud chez lui. Il m'emmena une fois voir Suy, et la placide bête m'accueillit avec tant de plaisir que je retournai ensuite chaque jour auprès d'elle. Son ventre s'enflait du poulain de Rousseau. Elle devait mettre bas au début du printemps, et bien qu'elle parût en assez bonne santé, son âge m'inquiétait. Je puisais un réconfort extraordinaire dans la douce présence de la vieille jument. Lever le bras pour la brosser tirait sur ma blessure, mais je tenais à l'étrier ainsi que Rousseau. Le jeune et fringant cheval aurait eu besoin de davantage d'exercice. Je faisais ce que je pouvais, en regrettant à chaque instant l'absence de Buriche. Le loup allait et venait à son gré. Il se joignait au fou et à moi quand nous nous promenions, et entrait dans la maison à notre suite. J'étais presque affligé de le voir si vite s'adapter à cette existence. Le fou ronchonnait contre les marques de griffes sur son plancher et les poils sur ses tapis, mais il s'appréciait, et une marionnette de loup commença d'émerger de plusieurs morceaux de bois sur la table de travail du fou. Œil de Nuit, pour sa part, prit goût à certains gâteaux parfumés au carvi qui étaient aussi le préféré du fou. Quand ce dernier en mangeait, le loup le regardait fixement en bavant abondamment sur le plancher, jusqu'à ce que le fou baisse les bras et lui en donne une part. Je les sermonnais l'un comme l'autre sur les dégâts d'un tel régime pouvait causer aux dents et à la fourrure d'Œil de Nuit. Et ils ne me prêtaient attention ni l'un ni l'autre. Je devais être un peu jaloux de la façon dont le loup avait promptement accordé sa confiance au fou. Et ce, jusqu'au jour où Œil de Nuit me demanda ironiquement « Pourquoi ne devrais-je pas faire confiance à qui tu fais confiance ?» Je n'avais rien à répondre à cela. « Eh bien, depuis quand es-tu devenu fabricant de jouets ?» demandai-je un jour au fou par désœuvrement. Penché sur sa table, je l'observais qui fixait à l'aide de fils les membres et le torse d'un pantin à une armature de bois. Le loup était étendu de tout Soulon sous l'établi, profondément endormi. Il haussa les épaules. Une fois ici, il m'est vite apparu que la cour du roi Héyode n'était pas la place d'un fou. Il poussa un petit soupir. Quant à moi, je ne désirais pas vraiment faire le bouffon pour un autre que le roi subtil. Cela étant, j'ai cherché d'autres moyens de gagner mon pain. Un soir, très éméché, je me suis demandé ce que je savais faire le mieux. La marionnette, tiens, me suis-je répondu. Tirée çà et là par les fils du destin, puis remisée dans un coin, écroulée en tas. Du coup, j'ai décidé que je ne danserais plus au gré de l'attraction des fils, mais que je les tiendrais moi-même. Et dès le lendemain, j'ai fait un essai. Je me suis découvert alors un goût pour ce travail. Les jouets tout simples de mon enfance et ceux que j'ai vus à Castelcerre
paraissent incroyablement étranges aux petits montagnards, et je me suis aperçu que j'avais très peu besoin d'avoir affaire aux grandes personnes, ce qui me convient très bien. Les enfants d'ici apprennent très jeunes à chasser, à pêcher, à tisser, à moissonner, et le fruit de ces activités leur appartient. Je pratique donc le troc pour ce qui m'est nécessaire. Je me suis rendu compte que les enfants acceptent promptement ce qui sort de l'ordinaire. Ils avouent leur curiosité, vois-tu, au lieu de dédaigner l'objet qui l'excite. De ses doigts pâles, il noua délicatement un fil, puis il souleva sa création et la fit danser pour moi. Je la regardais caracoler joyeusement en regrettant de ne jamais avoir possédé une telle babiole, en bois peint de couleurs vives et aux angles finement poncés. Je veux que ma fille ait des jouets comme celui-ci, dis-je sans le vouloir. Des jouets bien faits, des chemises gaies et moelleuses, de jolis rubans pour les cheveux, et des poupées qu'elle pourra bercer. Elle les aura, promit-il gravement. Elle les aura. Les jours s'écoulaient lentement. Mes mains retrouvèrent peu à peu un aspect normal et reprirent même des cales. La guérisseuse estima que ma blessure au dos pouvait désormais se passer de pansements. Je commençais à me sentir des fourmis dans les jambes, mais je n'avais pas encore assez de force pour me remettre en route, et mon agitation déteignait sur le fou. Je ne m'étais pas rendu compte que je tournais comme un lion en cage, jusqu'au soir où il quitta son fauteuil pour pousser la table en travers de mon chemin. Nous éclatâmes de rire, mais cela ne fit pas disparaître la tension sous-jacente. J'en venais à croire que la paix trépassait là où je passais. Caudron venait souvent me voir, et me rendait à moitié fou en m'entretenant des manuscrits au sujet du prophète blanc. Ses connaissances sur eux étaient grandes, et il faisait trop fréquemment à mon goût référence à un catalyseur. Parfois, le fou se laissait attirer dans ces discussions, mais il se contentait en général de ponctuer les explications qu'elle s'efforçait de me donner de vagues bruits de gorge. J'en venais presque à regretter la sévère taciturnité dont Caudron faisait preuve autrefois. Je l'avoue aussi, plus elle parlait, plus je me demandais comment il se faisait qu'une Servienne eût voyagé si loin de sa terre natale et fût devenue l'adepte d'un enseignement qui devenait la ramener chez elle. Mais je retrouvais la vieille Caudron que je connaissais quand elle détournait mes questions insidieuses. Astérie aussi me rendait visite, quoique moins souvent que Caudron, et d'ordinaire quand le fou était sorti. Apparemment, ils étaient incapables de se rencontrer dans une pièce sans faire jaillir des étincelles entre eux. Dès que je pus me déplacer, si peu que ce fût, elle entreprit de me convaincre de me promener avec elle, sans doute afin d'éviter le fou. Ces sorties me faisaient sûrement du bien, mais je n'y prenais aucun plaisir. J'avais déjà eu mon content de froid hivernal, et sa conversation éveillait généralement en moi l'envie de me mettre en route sans plus attendre. Elle parlait fréquemment de la guerre en serre, me rapportait des bribes de nouvelles surprises dans les discussions d'Imbre et de Kétriken, car elle passait beaucoup de temps auprès d'eux. Elle jouait pour eux du mieux qu'elle pouvait avec une main abîmée et une harpe d'emprunt. Elle était installée dans la grande salle de la résidence royale et cet aperçu de la vie de cour semblait lui convenir. Elle était souvent d'humeur animée, voire exaltée. Les couleurs vives de ses tenues de montagnarde faisaient ressortir ses yeux et sa chevelure sombre tandis que le froid rosissait ses joues. Elle paraissait parfaitement remise de tous ses malheurs et se montrait pleine de vie. Même sa main guérissait bien, et Imbre avait aidé la ménestrelle à se procurer, par le troc, du bois pour se fabriquer une nouvelle harpe. J'en éprouvais donc d'autant plus de honte à me sentir vieux, débile et fatigué devant un tel optimisme. Au bout d'une heure ou deux en sa compagnie, j'étais aussi épuisé que si j'avais exercé une pouliche cabocharde. Je sentais constamment de sa part une volonté de me voir d'accord avec ses vues. Cela m'était souvent impossible. Il me fait peur, me dit-elle un jour, lors d'une de ses fréquentes diatribes contre le fou. Ce n'est pas la couleur de sa peau, ce sont ses manières.
Il n'a jamais un mot gentil, ni même simple pour quiconque. Même pas pour les enfants qui viennent acheter ses jouets. Avez-vous remarqué comme il les taquine et se moque d'eux? Il les aime bien, ils le lui rendent, répondis-je d'un ton las. Il ne les taquine pas par méchanceté, mais comme il taquine tout le monde. Et les enfants adorent ça. Ils détestent qu'on les prenne de haut. Notre courte promenade m'avait fatigué davantage que je ne voulais l'admettre devant un tel. Et j'en avais un peu assez d'être obligé de défendre sans cesse le fou. Elle ne répondit pas. Je me rendis compte qu'Œil de Nuit nous suivait discrètement. Je le vis se glisser d'un bouquet d'arbres au buisson chargé de neige d'un jardin. Sa présence n'était sûrement pas un bien grand secret, mais il n'aimait pas déambuler dans les rues, au vu et au su de tous. Je tirais un étrange réconfort à le savoir tout proche. J'essayai de changer de conversation. Je n'ai pas vu Imbre depuis quelques jours, dis-je. Quêter ainsi des nouvelles de lui ne me plaisait pas, mais il n'était pas venu me voir, et je ne tenais pas à lui rendre visite. Je ne le haïssais pas, cependant, je n'arrivais pas à lui pardonner les plans qu'il avait tirés sur ma fille. J'ai chanté pour lui hier soir. Le souvenir la fit sourire. Jamais je ne l'avais vu aussi plein d'esprit. Il parvient même à faire sourire Kétriken. On a peine à croire qu'il a vécu tant d'années isolé. Il attire les gens comme une fleur les abeilles. Il a une façon des plus charmantes de faire sentir à une femme qui l'admire. Et... Imbre? Charmant? M'exclamai-je, abasourdi. Naturellement, répondit-elle avec amusement. Il en est tout à fait capable quand il a le temps. J'ai chanté pour lui et Kétriken l'autre soir, et il m'a remercié avec beaucoup de grâce. Il a tout fait, il a tout à fait des manières de courtisan. À son sourire, je compris que les remerciements d'Imbre lui avaient fait une impression durable. Imaginer Imbre en charmeur de dames exigeait de mon esprit des contorsions inaccoutumées et, abasourdi, je laissai Astérie à son agréable rêverie. Au bout d'un moment, elle reprit sans crier gare. Il ne nous accompagnera pas. Qui ça? Et où donc? La fièvre m'avait-elle ralenti l'entendement, ou bien la ménestrelle sautait-elle comme une puce d'un sujet à l'autre? Elle me tapota gentiment le bras. Vous commencez à être fatigué. Mieux vaut faire demi-tour. Vous posez toujours des questions stupides quand vous êtes là. C'est comme ça que je m'en rends compte. Elle prit une inspiration. Imbre ne nous accompagnera pas à la recherche de vérité. Il doit rentrer en serre pour répandre la nouvelle de votre mission et rendre courage au peuple. Naturellement, il respectera votre désir et ne mentionnera pas votre nom. Il annoncera seulement que la reine s'est mise en route pour retrouver le roi et lui rendre son trône. Elle se tut, puis, d'un ton qui se voulait dégager, il m'a demandé de composer quelques ritournelles à partir de chansons traditionnelles, afin qu'elles soient faciles à retenir et à chanter. Elle me sourit. Elle était manifestement enchantée de s'être vue confier cette tâche. Il les fera circuler dans les tavernes et les auberges de la route. Elles y prendront racine et se propageront de là dans tout le pays. Ce doit être des chansons simples qui racontent que Vérité va revenir pour ramener l'ordre et la justice, et qu'un héritier loin-voyant va monter sur le trône pour unir les 6 duchés dans la victoire et la paix. Il assure qu'il est de la première importance de soutenir le courage des gens et de graver en eux l'image de Vérité revenue. Je m'efforçais de débrouiller les chevaux de ces bavardages sur les chansons et les prophéties. Nous, avez-vous dit? Qui, nous? Et où allons-nous? Elle ôta son gant et me posa vivement la main sur le front. Êtes-vous à nouveau fiévreux? Oui, peut-être un peu. Rentrons. Comme nous faisions demi-tour dans les rues silencieuses, elle reprit d'un ton patient. Nous, c'est-à-dire vous, Kétriken et moi, allons chercher Vérité. Avez-vous oublié que c'est la raison de votre présence dans les montagnes? D'après Kétriken, ce sera dur. Gagner le site de la bataille
n'a rien de très difficile, mais si Vérité a continué son chemin à partir de là, il aura emprunté une des vieilles pistes indiquées sur la carte, lesquelles pistes risquent de ne plus exister. Le père de Ketriken n'est manifestement pas enchanté de cette entreprise. Il ne pense qu'à la guerre contre Royal. Pendant que tu pars à la recherche de ton époux, ton faux frère essaye de réduire notre peuple en esclavage, lui a-t-il reproché. Elle devra donc se contenter des vivres qu'on voudra bien lui donner et des compagnons qui préféreront l'accompagner plutôt que rester pour combattre Royal. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux et je voudrais retourner chez le fou, fis-je d'une voix défaillante. J'avais la tête qui tournait et l'estomac au bord des lèvres. J'avais oublié que les décisions se prenaient comme elles en venaient de les décrire, à la cour du roi subtil. Pourquoi en aurait-il été différemment à Jamp? On établissait des plans, on prenait des dispositions, puis on m'annonçait ce qu'on attendait de moi, et j'obéissais. Ma fonction n'avait-elle pas toujours été telle? Me rendre en tel endroit, et tuer tel homme que je ne connaissais pas sur l'ordre de quelqu'un d'autre. Pourquoi m'indignais-je soudain tant de découvrir qu'ils avaient poursuivi leur grand dessein sans m'y faire participer, comme si je n'étais qu'un cheval dans un box qui attend qu'on le selle, qu'on le monte et qu'on le mène à la chasse. Mais, après tout, n'était-ce pas le marché que j'avais proposé à Imbre? Il pouvait disposer de ma vie à condition de laisser mon enfant tranquille. Pourquoi cet étonnement, alors? Et pourquoi m'en faire? Mieux valait rentrer simplement chez le fou afin de dormir, de manger et de reprendre des forces en attendant qu'on m'appelle. Ça va? Demanda soudain Astérie d'un ton inquiet. Je ne vous ai jamais vu aussi pâle. Je vais bien, répondis-je d'une voix éteinte. Je me disais que j'aimerais bien aider quelque temps le fou à fabriquer des marionnettes. Voilà tout. Elle plissa le front. Je ne comprends toujours pas ce qui vous plaît chez lui. Pourquoi ne pas vous installer dans une chambre au palais? Vous y seriez près de Ketriken et moi. Vous n'avez plus guère besoin de soins. Il est temps de reprendre votre place légitime aux côtés de la reine. Je me rendrai auprès de la reine quand elle me convoquera, répondis-je avec soumission. Ce sera bien assez tôt.